Sud Radio, l'invité politique, Maxime Liédot. Il est 8h13 sur Sud Radio et ce matin, mon invité politique, Amir Reza Tofighi, président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Une actualité éminemment chargée avec des discussions budgétaires qui s'éternisent et des patrons qui se mettent en rogne et un budget surtout qui traîne et la sensation quand même d'être dans le film Un jour sa fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter la blague ou tout faire pour que, comme souhaité par le Premier ministre au début, des discussions se fassent et qu'on aboutisse au fameux budget de compromis? Vous savez, on est en janvier aujourd'hui. On n'a toujours pas de budget. Toujours pas de budget pour les entreprises, ça veut dire des investissements qui sont gelés, des recrutements qui sont décalés. Et tout ça va avoir des conséquences importantes sur l'emploi, sur l'économie, sur la croissance. Donc il y a un moment donné, il faut que cette blague elle s'arrête. Il faut qu'on ait un budget parce que... Pour vous, c'est ça, c'est une mauvaise blague depuis des semaines et des semaines, les propositions farfelues, les fausses discussions, les mauvais accords. Et bien sûr, on a l'impression qu'on est en train de jouer 2027 avec des propositions qui sont ahurissantes, mais qui sont juste là pour des fins électoralistes. Donc oui, on a besoin d'un budget, il faut être un peu responsable quand même. Un pays a besoin d'un budget et pas avoir un budget en février ou en mars. On a besoin d'avoir un budget dès maintenant pour qu'on puisse enfin avoir une visibilité pour les investissements, pour les recrutements, pour les entreprises. Donc vous faites partie des personnalités publiques qui disent en réalité mieux vaut ce budget, même s'il est mauvais, même si pour les entreprises ce ne sera pas le budget du siècle, plutôt que l'incertitude. C'est vraiment ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est obligé quand même de boire le calice un peu jusqu'au bout? Alors mieux vaut un budget, mais pas n'importe quel budget. Là, est-ce que c'est pas le risque avec ce qui se dessine et les discussions qui sont en cours? Quand je vois la teneur des débats à l'Assemblée, je me dis, et à un moment donné, il faut aussi arrêter à un moment donné cette discussion qui mène à toujours des nouveaux impôts qui sont sans aucune logique. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, il faut que le gouvernement il prenne ses responsabilités et qu'il propose un budget qui soit un budget pour notre économie, pour nos entreprises, parce qu'un budget pro-économie, c'est un budget qui est pour les salariés, pour les travailleurs et pour les Français. Est-ce que ça veut dire que vous avez une préférence, c'est actuellement les débats qui sont en cours, entre le 49.3, qui sera quand même aussi, on va dire, le moyen de faire passer un budget en discussion, ou alors les ordonnances? C'est en tout cas le choix, c'est ce qu'on nous dit ce matin dans la presse du président de la République. Comme ça, c'est le budget du gouvernement et il sera peut-être un peu plus raisonnable que toutes les discussions qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale. Vous, est-ce que vous avez une préférence? Non, ce n'est pas mon rôle d'avoir une préférence sur le mécanisme qui va être utilisé. Nous, ce qui est important pour nous, c'est... Ça va avoir des conséquences économiques derrière. C'est plutôt le fond qui va être présenté. Ça veut dire, est-ce que dans les mesures qui vont être proposées par le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui aura la main au final pour proposer un texte final, est-ce que ces mesures vont être des mesures qui vont permettre de soutenir notre économie? À un moment donné, on en a besoin dans un contexte international qui est difficile, avec nos voisins européens, nos voisins mondiaux qui sont en train de soutenir leur économie. On est le seul pays aujourd'hui qui pense que, en taxant encore plus ces entreprises, on va pouvoir créer de l'emploi. Et justement, et est-ce que, pardon d'y revenir, mais c'est quand même, ça sera le budget des prochaines heures. Est-ce que dans ce contexte, il n'est pas sain de dire, je préfère qu'on tente les ordonnances, comme ça, ce sera plus ou moins le budget de l'État, ce sera appliqué et on évitera l'espèce de sorcellerie fiscale, pour reprendre les termes d'un ancien ministre de l'économie, en cours à l'Assemblée nationale? Ordonnance ou 49.3, encore une fois, c'est un outil, et je laisse le gouvernement utiliser l'outil. Mais il faut les utiliser là. On voit bien que le débat n'est plus possible. On voit bien que le débat aujourd'hui ne mène à plus rien. Soyons concrets dans les discussions budgétaires, pas de prolongation de la surtaxe sur les grandes entreprises dans le budget, prolongation de la contribution différentielle sur les revenus jusqu'à ce que le déficit public repasse sous les fameux 3% du PIB, pas de gel de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, que souhaitait pourtant le gouvernement. Est-ce que ça fait partie des choses qui arrivent à, on va dire, à vous satisfaire? Moi, j'aimerais juste redire une chose. Notre niveau de prélèvement obligatoire en France est de 46%. 46% du PIB, c'est le premier niveau dans l'Union européenne. Notre niveau de dépenses publiques, c'est 58%. On est encore au premier niveau de l'Union européenne, c'est 5 points au-dessus des autres pays de l'Union européenne. Notre niveau d'impôt de production, 6 points, c'est encore une fois le premier pays de l'Union européenne. Est-ce qu'on pense que dans le pays qui taxe le plus en Union européenne, qui a le niveau de déficit le plus élevé, est-ce que la solution, c'est de taxer encore plus ? Vraiment, je ne comprends pas pourquoi, à un moment donné, on se dit pas que c'est peut-être le problème qui est qu'il y a un niveau d'imposition qui est tellement élevé que les entreprises n'ont plus assez de moyens de recruter, de moyens de se développer, et qu'il faut donc baisser les impôts,
à minima ne pas les augmenter pour justement qu'elles puissent continuer à investir et être compétitives par rapport aux entreprises. Mais Amir Rezatofigo, qu'est-ce que vous dites dans ce cas-là des personnalités comme Éric Lombard, cette semaine en Libération, qui expliquait que s'il ne faut pas aller chercher du côté des entreprises, peut-être des plus fortunés. Il a déclaré que, je cite, la direction des finances publiques avait regardé et que parmi les personnes les plus fortunées, des milliers de personnes ont un revenu fiscal de référence de 0. Ils ne paient donc aucun impôt sur le revenu. Et là, on dit, en fait, c'est là où il faut chercher l'argent, l'argument selon lequel on taxe trop. Non, on ne taxe pas assez ceux qui ont de l'argent. Mais qu'il y ait des mécanismes à corriger parce que lorsqu'on gagne beaucoup, on arrive à faire de l'optimisation fiscale, mais bien évidemment. Il y a vraiment des personnes qui ne paient aucun impôt sur le revenu, comme le dit Éric Lombard, vraiment? Moi, je ne sais pas. Pour le ça coup, a été retoqué quand même par... Je ne vois pas comment c'est possible. Mais en fait, s'il y a des choses à corriger, mais corrigeons-les. Bien évidemment, il faut que tout le monde paye ses impôts à hauteur des revenus qu'ils ont. Moi, je suis étonné, mais je ne sais pas comment c'est possible. Mais si ça arrive, corrigeons-le, bien évidemment. Mais le débat, il n'est pas là aujourd'hui. Le débat, il est qu'on est en train d'augmenter encore plus les impôts pour ceux qui payent les impôts, et pas pour ceux qui ne payent pas les impôts. Justement, sur tout le début de notre discussion, c'est un dialogue, en fait, une tentative de dialogue entre le monde politique et le monde des entreprises. Est-ce que le monde politique aujourd'hui est suffisamment sensible, suffisamment à l'aise avec les questions économiques, aux questions d'entreprise? On se rappelle du prix Nobel d'économie Philippe Aghion, qui s'était dit atterré par le niveau intellectuel et économique de certains députés, de certains hommes et femmes politiques. C'est le cas? Oui, en tout cas, il y a une incompréhension souvent du fonctionnement du monde de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui, c'est par exemple les allègements de charges, le coût du travail. Souvent, les députés peuvent penser que on peut revenir sur les allègements de charges, donc on peut augmenter le coût du travail, et que ça n'aura pas de répercussion sur le salaire des travailleurs. Et ça, par contre, c'est une méconnaissance totale de comment fonctionne une entreprise. Lorsqu'on augmente le coût du travail, si on revient sur les allègements de charges, qu'est-ce qui va se passer? Les entreprises vont devoir prendre sur les augmentations de salaire qu'ils pourront faire, et donc les salariés vont gagner moins l'année prochaine. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une augmentation peut-être de 1,5%, ils vont avoir une augmentation de 0,5%. Donc augmenter le coût du travail, à la fin, c'est faire la poche des salariés. Et ça, moi je dis à chaque fois aux députés... Pourtant, ils le font. Je veux dire ça, malheureusement, le discours que vous tenez ce matin, on a l'impression de l'entendre depuis des mois et des années. Qu'est-ce qui font que soudainement les politiques ne changent pas de paradigme? Tout simplement, est-ce que ce n'est pas par vraiment un manque de culture profond de ce système-là, de l'entreprise, du privé, pour parler clairement? Oui, et moi, alors déjà, j'encourage les entrepreneurs à s'engager beaucoup plus en politique, parce qu'il faut aussi que cette parole politique et cette connaissance du monde économique, elle soit incarnée dans les lieux de débat public. Et oui, je ressens aussi malheureusement une déconnexion, une incompréhension du fonctionnement de l'entreprise de la part de beaucoup de nos parlementaires. Justement, des patrons qui s'engagent dans les entreprises, c'est en tout cas le souhait de beaucoup, plus de 2000 en tout cas. Ça a commencé par une tribune, trop c'est trop. Ils sont plus de 2000 patrons qui souhaitent créer un mouvement, disent-ils, apolitique pour peser sur les prochaines échéances. Ça a changé quoi? Vous savez, l'engagement, le débat public, c'est chaque voix compte. Et moi, j'encourage chaque mouvement comme ça, bien évidemment, à prendre la parole et à s'engager. Ça va pas changer du jour au lendemain. Mais je pense que nous, entrepreneurs... On les entend, les patrons. Vous entendez même cette petite musique qui affirme que, bon, ils se plaignent, mais... Voilà, les allègements de charges, les dividendes, les holdings, tout ça, c'est pas les plus atteints. Ils pleurnichent, les patrons. Non mais, vous savez... Nous, entrepreneurs, on n'a pas assez pris la parole et aujourd'hui, il faut qu'on prenne la parole pour expliquer. Moi, quand j'entends qu'on pleurniche, vous savez, on est tous les jours en concurrence avec des boulets dans les pieds, avec des entreprises partout dans le monde qui n'ont pas les mêmes normes que nous, qui n'ont pas le même coût du travail que nous, qui n'ont pas les mêmes impôts que nous. Et on doit à chaque fois réussir, malgré ça, à recruter, créer de la valeur, être compétitif. Donc moi, je vois des entrepreneurs qui sont courageux, qui sont résilients et qui chaque jour se battent pour continuer à payer leurs salariés, pour continuer à servir leurs clients. Donc, ce que les gens qui disent que les entrepreneurs sont des pleurnichards, moi je les invite à aller créer leur entreprise et à découvrir ce que c'est d'être entrepreneur. Ce que c'est de pas savoir si à la fin de mois ils pourront se payer. Ce que c'est lorsqu'ils perdent leur emploi, lorsqu'ils perdent leur entreprise, c'est souvent leur patrimoine qu'ils perdent et ils n'ont pas de chômage derrière. Cette question aussi forcément s'inscrit dans ce chiffre fou de défaillances d'entreprises en 2025, plus de 70 000 défaillances d'entreprises. Est-ce que vous craignez des perspectives similaires pour l'année qui arrive, qui est déjà en cours? Mais c'est une évidence qu'on va avoir les chiffres à minima comme 2025. Pourquoi? Parce que... On doit s'y attendre selon vous. Mais oui. Et d'ailleurs on voit déjà qu'il y a des défaillances de ce début d'année. Le contexte international a changé. Aujourd'hui, on est dans un monde
qui est plus difficile, avec des pays qui soutiennent leur économie, et la France est en train de faire le choix, contrairement à beaucoup d'autres, de ne pas soutenir ces entreprises et encore une fois de les taxer encore plus. Oui, en 2026, il va y avoir encore des défaillances, et moi ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas que le nombre de défaillances, c'est aussi que les entreprises qui sont en train de faire faillite sont des plus grosses entreprises, des belles PME, des entreprises qui emploient 100, 200, 300 salariés. C'est pas des entreprises de 5 ou 10 salariés. Et donc ça veut dire qu'en termes d'impact sur l'emploi, on va avoir un impact encore plus important. Il ne faut pas oublier que des défaillances, c'est quoi? C'est des familles qui perdent leur emploi, c'est des dirigeants qui se retrouvent parfois à la rue, qui n'ont pas de chômage, qui perdent leur patrimoine. Donc c'est des drames humains à chaque fois, c'est des territoires qui perdent un bassin économique. Donc oui, il faut réagir, et pour ça, il faut qu'on ait une classe politique qui soit consciente qu'il faut être en soutien du monde économique. Et donc ce que vous nous dites ce matin, et surtout pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que non seulement on va avoir quand même un chiffre qui risque d'être similaire à celui de 70 000, mais aussi de plus grosses entreprises, que beaucoup qui n'aimaient pas voir la réalité nous expliquaient que c'était souvent des petites entreprises qui s'effondraient parce que contexte international. Là, vous nous dites, ça risque d'aller chercher les plus grosses entreprises familiales, même des entreprises établies qu'on connaît, qui sont dans notre quotidien, qui risquent là aussi d'être largement fragilisées. Alors, c'est déjà le cas en 2025, puisque par rapport aux chiffres de défaillance, celle des PME de plus de 100 salariés a beaucoup augmenté. Donc ça veut dire qu'on a déjà des défaillances d'entreprises plus grosses. Et donc oui, ça va continuer, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Non. Si aujourd'hui, on finit avec un budget qui est pas un budget de nouveaux impôts, si on retrouve une visibilité, si on a un contexte international qui ne se dégrade pas plus, moi je crois en la résilience des entrepreneurs. Moi je crois à la force de notre pays. Mais pour ça, il faut quand même qu'on ait une classe politique qui nous redonne la visibilité et qui ne nous remet pas des boulets supplémentaires. Ah ben justement, des boulets supplémentaires, certains considèrent que c'est un sujet, ça, les fameuses ruptures conventionnelles. Le ministre du Travail, Jean-Paul Farandou, a dénoncé les abus autour du dispositif de rupture conventionnelle qui permet de mettre fin à un CDI, on va dire, à l'amiable avec des indemnités, critiquant ceux qui, je cite, profitent d'être au chômage pour passer un an tranquille. Est-ce que c'est un dossier prioritaire selon vous? Est-ce que vous partagez le même constat du gouvernement? Alors bien sûr, c'est un dossier prioritaire. Moi, je vais vous redonner quelques chiffres. Le premier, c'est que les ruptures conventionnelles, ça coûte 10 milliards d'euros par an. Que les personnes qui sont au chômage suite à une rupture conventionnelle restent plus longtemps au chômage que les personnes qui sont licenciées. Les personnes qui sont en rupture conventionnelle, c'est plus de 50% des diplômés du supérieur. Nous, c'est pas le mécanisme qu'on veut remettre en question. Le mécanisme, il est bon. Mais c'est les abus du mécanisme. Le gouvernement, Jean-Pierre Farandou, et non pas Jean-Paul, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aime les deux prénoms, mais en réalité parle d'une économie nécessaire sur ces fameux abus de près de 400 millions par an. C'est un objectif qui est satisfaisant, selon vous? Vous le confirmez déjà, ce chiffre? Oui, c'est le chiffre qu'il nous a demandé, mais nous, on va beaucoup plus loin. Avec les autres organisations patronales, on dit qu'on peut à minima aller chercher 1 milliard d'euros. Ça veut dire que c'est 10% seulement. Vous savez, en Ile-de-France, les contrôles ont été faits par France Travail. 30% des ruptures conventionnelles étaient des ruptures conventionnelles abusives. C'est-à-dire que les personnes ne cherchaient pas d'emploi ensuite. Moi, la phrase que j'entends qui m'énerve en général, c'est « j'ai le droit ». J'ai le droit à 18 mois de repos, j'ai le droit à 18 mois pour voyager parce que j'ai cotisé. Ça marche pas comme ça, en fait. Ça marche pas comme ça parce qu'aujourd'hui, le système, il tiendra plus à la fin. C'est pas parce que j'ai pris une assurance pour ma maison, une assurance anti-incendie, que j'ai droit de la brûler parce que j'ai cotisé. C'est une assurance. Ça veut dire que si tout le monde se dit un jour, j'ai droit à 18 mois pour aller voyager, j'ai droit à 18 mois de repos, en fait, le système va exploser. Donc nous, on est là pour sauver le système. Et pour sauver le système, il faut absolument que les abus des ruptures conventionnelles soient corrigés. Et que lorsqu'on va en rupture conventionnelle... Et que l'objectif du gouvernement soit à la hausse, 400 millions, plutôt dirigeons-nous vers 1 milliard, sinon on n'arrivera pas à enrayer la chose. De toute façon, le gouvernement nous a donné la main à nous, partenaires sociaux, donc c'est nous qui avons, avec les syndicats de salariés, la main pour négocier le changement des règles. Mais ce qui est sûr, vous êtes optimiste pour réussir à fixer cet objectif d'1 milliard sur les négociations et sur, on va dire, les abus de rupture conventionnelle? Je suis optimiste, vous savez pourquoi? Parce que qui est-ce qui paye ces abus? C'est les salariés et les entreprises. Donc moi, j'attends à ce que les syndicats de salariés soient conscients que c'est les salariés qui, à la fin, vont payer tous les abus si on ne les corrige pas. Autre sujet et quelques questions d'actualité. La première étant le fameux Mercosur, quand même très critiqué. On a vu à quel point politiquement il était inflammable, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises pour qui ce serait, on va dire, un petit miracle d'avoir ce Mercosur, parce que ça permettrait à leur affaire de connaître un véritable bond. Est-ce qu'on a entendu sur les plateaux beaucoup trop de démagogie concernant cet accord de libre-échange? Alors déjà, le fait d'avoir une zone économique avec des taxes douanières plus basses, c'est une bonne chose.
Maintenant, la problématique qu'on a aujourd'hui en France, c'est quoi? C'est que la France est la championne pour mettre des normes, des règles sur ses producteurs, plus importantes que pour les produits qu'on importe. Qu'est-ce qui se passe? On demande à nos agriculteurs des contraintes beaucoup plus importantes que pour les produits qu'on va importer derrière. Et ça, c'est à chaque fois pareil. Et donc, cet accord Mercosur, en fait, il est symptomatique de quoi? Il est symptomatique d'un pays qui, à chaque fois, sacrifie ses producteurs, une partie de ses producteurs, parce qu'il les met en concurrence déloyale. Et là, on sent que c'est la fois trop, en fait. C'est la fois trop. Vous savez, Temu et Shein, par exemple, les plateformes asiatiques, c'est tous les commerces qui sont mis en concurrence avec des produits qui ne respectent pas nos normes sanitaires, nos normes sociales, nos normes environnementales. En fait, c'est ça le mal français, c'est pas tout simplement de refuser des accords de libre-échange, c'est de jamais être en capacité de protéger, on va dire, ceux avec lesquels ils les mettent en concurrence. Exactement, ça veut dire qu'on nous met à chaque fois en concurrence déloyale. Et c'est pour ça que les autres pays européens n'ont pas de problème avec le Mercosur pour la plupart. Parce que jamais on les met en concurrence déloyale. Vous savez, en France, on a parfois des normes qui s'appliquent sur juste nous. Le seul pays de l'Union européenne pour qui parfois on va avoir des normes contraignantes, ça va être nous, et on va être mis en concurrence avec les autres pays européens. On met par exemple sur les agriculteurs français des règles, par exemple sur les fruits et légumes, et d'ailleurs on va importer des produits d'Espagne qui ne respectent pas ces règles-là. Comment vous voulez que derrière que les producteurs puissent se dire que on joue avec les mêmes règles du jeu? Et donc là, c'est la fois de trop, et on se dit, nous on est prêts à accepter toutes les règles tant que c'est les mêmes pour tout le monde, tant qu'il n'y a pas de concurrence déloyale. Autre question également, le monde économique auquel en réalité vous appartenez, Amir Reza Tofighi, je le rappelle, président de la CPME, c'est la volonté ou non de dialoguer pour les prochaines échéances électorales avec le Rassemblement national. C'est notamment un sujet à la une de l'opinion. On voit que ça divise les patrons, des personnes comme Jean-Dominique Sénard notamment, expliquent qu'il faut accepter de dialoguer aussi bien avec LFI, avec le RN. Est-ce que c'est votre cas? Vous considérez qu'il faut parler avec tout le monde ou quand même vous gardez la prudence, on va dire, habituelle concernant ce qu'on appelle les extrêmes en politique et non, on ne doit pas dialoguer avec tout le monde? Est-ce que je ferais bien mon travail de défense de l'entreprise si je parlais pas avec tout le monde? Certains vous diraient oui. Je pense pas, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que à l'Assemblée nationale, on a beaucoup de députés LFI, beaucoup de députés RN. Donc mon travail, c'est de défendre l'entreprise partout. Donc oui, je parle avec des députés LFI, j'interviens même, je suis même intervenu aux assises de la France Insoumise cet été. Je parle avec le RN, je parle avec tous ceux qui aujourd'hui sont représentants à l'Assemblée nationale, ont des responsabilités politiques, parce que mon devoir en tant que défenseur de l'entreprise, c'est de la défendre partout où elle est défendue. Et tous ceux qui ne le font pas, c'est quoi? C'est de la pudeur de gazelle d'une certaine manière, c'est le côté vierge effarouché, il ne faut pas discuter avec les extrêmes, même s'ils risquent d'arriver au pouvoir, c'est une mauvaise incarnation de leur mission? Je ne vais pas commenter leur choix, mais je ne vois pas comment moi demain, si par exemple le Rassemblement national est au pouvoir, je ne vois pas comment je peux défendre l'entreprise si je ne leur parle pas. Et moi je ne suis pas là pour que eux me convainquent de leur programme, je suis là pour les convaincre qu'il faut défendre l'entreprise. Dernière question, Amir Reza Tofighi, président de la CPME, il me semble que vos parents sont réfugiés politiques iraniens. Comment vivent-ils? Comment vivez-vous la situation en cours en Iran avec, on le sait, des massacres de grande ampleur? Est-ce qu'ils se sentent inquiets? Est-ce qu'ils espèrent la chute du régime? Est-ce que vous avez encore des proches qui vivent dans l'incertitude de cette situation? C'est une question très difficile, puisque c'est vrai que je prends la parole que sur les sujets économiques. Moi, j'ai encore quasiment toute ma famille qui vit en Iran. Et c'est vrai que c'est un drame ce qui se passe. C'est un drame, et c'est un peuple qui se sent complètement abandonné parce que c'est une répression qui c'est un massacre qui se passe là-bas. C'est un massacre, et c'est très dur. Est-ce que vous faites partie des gens qui pensent que cette fois-ci, ça peut être la bonne? Cette fois-ci, le régime peut tomber? Je l'espère, mais de ce que je comprends, la répression a été tellement sévère et tellement sauvage que c'est en train de malheureusement se retourner. Merci beaucoup, Amir Reza Tofighi, d'avoir été avec nous ce matin, président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, de ce budget, de ces patrons qui ont occupé une grande partie de notre discussion. Il en sera forcément question avec vous, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez que la crise des patrons est légitime? Il y a deux écoles, mais bien sûr qu'ils ont raison. À l'heure où les médecins libéraux font grève, à l'heure où les agriculteurs se mobilisent, il ne manquait plus que les patrons pour rajouter une certaine énergie, pour contester le gouvernement. Vous avez un avis? 0826 300 300, ou au contraire, on a évoqué ce mot-là, ils pleurnichent les patrons, ce ne sont pas les plus à peindre. Votre avis, votre analyse, Sud et votre radio, on en parle. 0826 300 300, à tout de suite.